Question de société et judaïsme en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. Alors cette semaine, on étudie la paracha Shemini et dans cette paracha, c'est là qu'est énoncée toutes ces lois alimentaires, j'allais dire de la cacheroute. Donc nous allons parler de l'alimentation et de l'importance, de l'enjeu dans le judaïsme de l'alimentation. Quel rôle lui donne la Torah ? Alors, un rôle fondamental. Et évidemment, on va se dire, bien que le texte nous dise plus tard, Lo al lechem levado yechia Adam, l'homme ne vit pas que de pain, donc l'homme ne vit pas que d'alimentation, il a aussi besoin, je dirais, d'aventure intellectuelle, de nourriture spirituelle et intellectuelle. Ce qui le fait vivre au quotidien, c'est l'alimentation, la façon dont il va manger, la façon dont il va faire entrer les matériaux dans son corps qui vont lui permettre de vivre et d'avancer. Et si la Torah nous parle à de nombreuses reprises d'alimentation pour fixer un certain nombre de règles, qui sont les règles de la cacheroute et que l'on connaît bien aujourd'hui, aussi bien ce que l'on peut manger, ce que l'on peut pas manger, ou le sous-entendu par rapport à ce que le Talmud va codifier par la suite sur la façon dont on va abattre les animaux qui peuvent être mangés, on peut dire que l'alimentation en réalité est présente dès les premiers pas de l'homme. Parce qu'on se souvient que après avoir été créés, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, se voient donner un seul commandement, en réalité, un seul interdit, c'est celui de consommer de l'arbre, du fruit, la connaissance du bien et du mal. Et donc, on a un premier commandement, une première loi donnée à l'homme, relative à ce qu'il peut manger et ce qu'il ne peut pas manger. Et bien sûr, on connaît l'idée de transgression qui va être liée à cela, mais surtout, on doit se souvenir que la première nourriture, c'est une nourriture qui va être liée à la connaissance. C'est une nourriture qui va être liée au savoir. Et souvent, on s'interroge sur l'identité de ce fruit, l'identité de cet arbre. On va pas entrer dedans maintenant, mais dans les commentaires, il y a véritablement l'idée que c'est une réflexion qui est attachée à cela, et le fait que, en tant qu'être humain, on doit toujours réfléchir avant de mettre quelque chose dans sa bouche. On dit une bénédiction, parce qu'avec la bénédiction, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose qui est donné, c'est pas quelque chose qui est naturel, et surtout, on introduit une réflexion, et faire entrer quelque chose en soi, ce n'est jamais anodin, et ça doit toujours être précédé d'une prise de conscience sur l'aliment en question, sur le fait qu'on s'inscrit dans une verticalité, et sur le fait que manger, c'est se transformer. Oui, en fait, on va hisser l'aliment à un rang plus élevé que ce qu'il est matériellement. Effectivement. Et s'alimenter, en réalité, ce n'est pas simplement se nourrir pour subsister, mais c'est aussi s'inscrire dans une réalité, qui est une réalité sociale, qui est une réalité religieuse. D'un point de vue, je dirais, sociologique ou anthropologique, on pourrait dire, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Ça va être un marqueur social, en fonction de là où vous pourrez vous approvisionner. Ça peut être aussi une action militante. Militant et idéologique. Le fait de consommer des produits qui seront des produits issus de la grande industrie ou des produits bio produits par ce qu'on appellerait des petits producteurs. Donc on a tout cela, et évidemment, d'un point de vue religieux, en tant que juif, c'est s'identifier à quelque chose. Et souvent, j'entends des gens qui ont des questions par rapport à la cacheroute, qui peuvent s'interroger sur le bien fondé de tout cela. Et la réponse que j'aurais tendance à donner, c'est le fait de dire, peu importe d'une certaine manière votre sentiment par rapport à cela, mais manger cachère, être fidèle à ces lois, c'est se dire solidaire du peuple juif, et se dire, indépendamment de nos pensées, nos idéologies, de nos sensibilités, manger cachère, c'est montrer que, en tant que juif, qu'on soit à Paris, en Israël, aux États-Unis ou en Australie, on va avoir ce lien qui nous unit par cette fidélité commune à ce qui nous alimente et donc ce qui nous permet d'avancer. Oui, mais est-ce que c'est suffisant, cette réponse ? Parce que, comme vous l'avez dit, on connaît bien les règles de la cacheroute, donc nous connaissons quoi, mais nous ne connaissons pas le pourquoi. Est-ce que le fait de ne pas avoir d'explication sur le fait qu'on ne mélange pas, par exemple, le lait et la viande, sur le fait que certains poissons sont interdits, le fait d'avoir des règles qui paraissent obscures, parfois on ne comprend pas pourquoi, est-ce que ça n'engage pas finalement à laisser tomber et finalement à ne pas manger cachère ? On a beaucoup d'explications qui peuvent être données sur le pourquoi. Et je dirais, celle que j'ai avancée tout à l'heure est une explication qui peut valoir, comme elle peut être rejetée par d'autres. Et en toute humilité, je l'admets tout à fait. Le fait est que
dans la tradition, on va distinguer entre les chukim et les mishpatim. On va distinguer différents types de lois. Et on va avoir, avec les mishpatim, des lois qui ont une grande logique, une grande cohérence d'un point de vue social. C'est-à-dire, on pense à des lois des 10 paroles. Le fait de ne pas tuer, le fait de ne pas voler. On sait que pour vivre en société, pour faire société, on a besoin de ce type d'interdit. Toutes les lois qui vont nous enjoindre à laisser une partie de la récolte pour l'orphelin et la veuve au coin de son champ. On comprend la justification, la pertinence sociale. Et on va trouver d'autres lois, et ce sont les lois de la cacheroute, je dirais, par excellence, pour lesquelles on ne trouve pas de justification première. Et effectivement, on pourrait se dire, on voit autour de nous, il y a des gens qui mangent pas cachère et qui sont en bonne santé. Il y a des gens qui mangent pas cachère et qui sont animés par une éthique, qui sont animés par des sentiments moraux. La question n'est pas exactement là. Quand on va manger cachère, on va admettre la fidélité à quelque chose qu'on comprend pas nécessairement. On va admettre la fidélité à quelque chose qui nous dépasse. Et on va se dire, justement, comme je le disais tout à l'heure, le fait de manger, c'est quelque chose qui nous rattache à un élément supérieur, qui nous rattache à une identité, mais qui nous rattache aussi au fait d'introduire de la spiritualité, de la verticalité dans quelque chose qui sinon ne pourrait être que de l'ordre du réflexe. Et on sait, quand on a faim, on peut se jeter sur la nourriture. On sait, on n'a pas mangé ou bu depuis un certain temps. N'importe quel aliment qui va se trouver en notre présence, on va se goinfrer. On va même pas le mâcher, même pas. On va l'ingurgiter. Le prendre avec délicatesse, mais on va l'ingurgiter, comme vous dites. Et les règles de cacheroute sont là aussi pour nous rappeler que l'être humain, c'est pas un animal. L'être humain, c'est pas une créature qui ne vit que par ses réflexes. Ce n'est pas qu'une créature qui ne vit que parce qu'il a un besoin pressant, mais c'est un être, nous dit la Torah, créé à l'image de Dieu. Et en tant qu'être créé à l'image de Dieu, il y a quelque chose qui le dépasse. Il y a quelque chose qui l'arrache à son animalité. Il y a quelque chose qui l'arrache à sa matérialité. Et manger en pensant ce que l'on mange, manger en étant conscient de s'inscrire dans un tissu moral, intellectuel, c'est quelque chose qui fait que l'homme n'est pas un animal, mais l'homme, justement, c'est une créature qui est dotée d'un savoir, qui est dotée d'une conscience, qui est dotée d'une spiritualité, d'une capacité à rendre intelligibles les choses, et qui donc va se grandir par là. Il va se grandir par là. Alors vous en avez parlé à l'instant, c'est l'abattage des animaux, c'est la condition animale. Dans le judaïsme, il y a une préoccupation de cette condition animale. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ? Alors effectivement, on pourrait se dire, celui qui aime les animaux ou qui est attaché au bien-être animal, a priori, il devrait s'abstenir de manger de la viande, puisqu'il a besoin de tuer un animal pour cela. Et effectivement, c'est une grande question. On a tout le principe dit de Tsar Baalei Chaim, la bienveillance, le souci pour la non-souffrance des animaux, qui est présent dans la tradition juive de toute éternité. Et on a des prescriptions bibliques qui nous disent, si tu vois souffrir l'âne de ton prochain, tu dois faire une différence. Et lui ne doit pas être avoir à souffrir de cela. On a des prescriptions qui nous disent, on est censé, quand on a des bestiaux, des animaux, les alimenter avant nous. Donc on est habité par ce genre de prescriptions dans la tradition juive. Et effectivement, aujourd'hui, il y a une grande question qui est celle de l'abattage rituel et qui est posée à de nombreuses reprises. Et moi, j'ai souvent le sentiment que c'est une question, évidemment, à laquelle on doit s'intéresser, mais c'est prendre le problème à l'envers. Parce que quand je regarde ce qu'est la production de viande aujourd'hui, on peut se dire que le souci, c'est malheureusement, ou pas tellement, la manière dont on va abattre l'animal, mais la manière dont ils naissent, la manière dont ils grandissent, la manière dont on a toute une série d'élevages industriels qui vont considérer les animaux comme des machines, qui vont considérer ces bêtes comme un pur produit, et qui vont pas voir qu'ils ont une capacité à ressentir les choses, à pouvoir souffrir lorsqu'on leur fait du mal. Et donc, évidemment, la question de l'abattage est une question intéressante, mais il y a tout ce qui précède et qui doit nous inviter à réfléchir, peut-être se dire il faudrait manger moins de viande, mais une viande qui est mieux éduquée, une qui est mieux élevée, qui est respectée dans sa dignité en tant que créature, elle aussi habitée par un souffle, elle aussi capable de ressentir les choses d'un point de vue nerveux au niveau de la souffrance. Donc on a tout cela, et on a aussi, je serais tenté de dire, toutes les questions de ce qu'on appelle aujourd'hui d'éco-cacheroute, et le fait de se dire la cacheroute, c'est pas uniquement une affaire technique, pas uniquement
le fait de savoir comment a été abattu l'animal, mais de se dire déjà, il doit avoir été élevé dans des conditions qui sont respectueuses de sa condition animale, et aussi tous les gens, tout le personnel qui travaille dans les fermes, dans les exploitations, on doit se dire, c'est des gens qui ne doivent pas être traités, je dirais, comme des sous-employés ou comme des esclaves, mais qui, au contraire, doivent être respectés dans leur dignité, dans leurs droits sociaux, dans les règles qui président à l'emploi des personnes dans différentes structures. Et donc, on a toute une réflexion à avoir autour de la cache-route, qui est pas juste, je dirais, une cache-route technique, mais qui est porteuse de tous les principes qui sont ceux de la tradition juive, aussi bien en tant que respect des animaux, en tant que respect du journalier qui travaille dans une société, dans une entreprise. Et donc, tout ça, c'est quelque chose de global et qui dit que l'alimentation, c'est un enjeu de civilisation, parce que c'est pas juste manger des produits de bonne qualité, mais c'est c'est témoigner de la façon dont on voit et on comprend le monde et les aspirations qu'on a pour un monde qui est fait de justice. Une justice entre les hommes, bien sûr, mais aussi une justice vis-à-vis des créatures qui dépendent de nous. Ce dont vous nous parlez, c'est votre réflexion, monsieur le rabbin. Ce n'était pas dans les textes à l'origine. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de faire évoluer justement dans ces lois de la cache-route originelle, de faire évoluer justement le sens des choses et peut-être apporter de nouvelles restrictions ou non, qu'est-ce que la cache-route originelle? C'est un ensemble. Il y a des choses qui évoluent. Et si vous regardez aujourd'hui les différents labels de cache-route qui vont exister de par le monde, on va se rendre compte que se développent aujourd'hui des labels qui prennent en compte tous les éléments dont je parlais. Dans le cachet. Dans le cachère. Et donc ensuite, ça va être la responsabilité, je dirais, du consommateur, de se dire, je fais le choix de privilégier un produit ou un autre. Mais c'est pas des lucubrations isolées que je partage ce matin, mais c'est une vraie réflexion qui existe, et ce sont des questions qui se posent et qui trouvent des échos au travers de ces labels, qui sont des labels qui respectent non seulement la cache-route, mais également le bio, le respect des animaux et le respect de ceux qui produisent. Merci, monsieur le rabbin. Je rappelle que vous êtes le rabbin Jonas Jacquelin, rabbin de Judaïsme en mouvement, et on se retrouve tous les vendredis pour des questions de société et de judaïsme. À la semaine prochaine. Shabbat shalom à vous. Shabbat shalom.